joie, quel bonheur de vous retrouver ce soir, chères dames et chers messieurs. On est encore au grand rendez-vous ce soir, nous l'avons promis. Et on a tenu parole. Il est 19 h, l'heure de la grande émission du soir sur BB24. Bienvenue à vous donc, à tout de suite. C'était donc les prévisions météorologiques de la matinée de demain 7 h. Alors aujourd'hui, on reçoit sur le grand rendez-vous, précisément dans le monde agricole, Estelle Pazou et son invité Abel Ago. Il est doctorant en gestion des ressources halieutiques. Vous comprenez donc qu'on va parler de ces produits halieutiques. Comment est-ce que le Bénin pourrait mieux en profiter? Nous aurons également sur ce plateau un expert qui répond au nom de Alfred Dou. Il est enseignant en sciences physiques, oui, au lycée. On va le recevoir pour parler des études scientifiques. Ça marche aussi par des jeux. Nous l'aurons tout à l'heure. Mesdames et messieurs, c'est donc 2 plateaux ce soir. Ça va aller très très vite. Mais d'abord, avant d'installer le premier invité, c'est-à-dire l'invité de Estelle Pazou, on va la retrouver d'abord dans le décor du journal. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, Rosa. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer, avec un joli sourire. J'aime bien ça, venant de vous. Alors, vous portez très bien? Ça va très bien, chez vous? Je vais bien également, je vais très très bien, comme d'habitude. Alors, au menu du 19h45, on retient quoi? Alors, dans le journal ce soir, on fait un tour dans nos marchés pour constater la vente et la commercialisation du savon noir. Encore appelé Kotor, ce savon qui n'est pas si attrayant continue de faire la satisfaction des vendeurs et acheteurs. Du marché, nous passerons au Jardin des plantes et de la nature de Porte-Novo. C'est un espace qui abrite des vestiges de la forêt sacrée et des jardins coloniaux. Et puis, sport pour finir. Les écureuils se préparent pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Herman Rodrigue Amégan a assisté à une séance d'entraînement. Il nous fera le point et bien évidemment, c'est à 19h45. Je retiens donc qu'on fera au moins 2 tours ce soir, Estelle, n'est-ce pas? 2 tours. Nous ferons 2 tours. Un premier tour au marché, un second au jardin. Oui, c'est ça. D'accord, on sera avec vous. Ça vous pose un problème qu'on fasse des tours? Aucun tour, si cela peut, aucun problème, si cela peut nous conduire au développement, on y va. Alors Estelle, on va vous retrouver tout à l'heure pour parler de produits halieutiques dans le monde agricole, n'est-ce pas? Oui, je vous rejoins tout à l'heure. Tout à l'heure, tout de suite même, je dirais. Mesdames et messieurs, eh oui, tout de suite, on installe le plateau de Monde agricole.
Abel Ago, doctorant en gestion des ressources halieutiques, est notre invité ce soir dans Monde agricole. Monde agricole qui s'intéresse aujourd'hui aux ressources halieutiques, comment le Bénin peut en profiter. Nous aurons donc sur ce plateau l'expert pour aborder le sujet. Mais d'abord, on suit ce reportage réalisé par Marcel Betoro sur le sujet. La pêche est une activité importante dans le secteur agricole. Elle contribue à l'alimentation humaine. Elle fait intervenir plusieurs acteurs. Pour aller à la pêche, il nous faut une pirogue, une caisse pour conserver le poisson. Nous achetons de la glace et des vivres pour notre alimentation. Ici, les ouvriers vont à la pêche, ils font 3 jours ou bien 4 jours. On a une caisse, nous avons nos menuisiers ici qui fabriquent ça comme des frigos. Tu achètes la glace dedans selon le nombre de jours que tu vas passer sur la mer. Si tu achètes aujourd'hui et si tu trouves beaucoup de poissons, demain tu peux retourner avec les poissons. Une fois l'étape de la pêche réussie, place à la commercialisation des produits halieutiques. Quand les hommes reviennent de la pêche avec les poissons, nous les conservons dans nos barques. Nous mettons assez de glace pour garder le poisson toujours frais. Nous vendons le kilo de ce poisson à 2800 voire 3000. Mais aujourd'hui, c'est à 3200 parce qu'il n'y a pas assez de poissons. Quand la saison est bonne, nous n'arrivons pas à conserver tous les poissons à notre niveau. Nous allons vers les chambres froides. Les difficultés liées à cette activité sont énormes. Avant, juste à quelques mètres, vous pouvez pêcher. De nos jours, il faut aller très loin, voir d'autres pays, avant de pêcher. Parfois, il nous arrive d'aller au Nigeria. Ceux qui sont là-bas, il arrive parfois des braqueurs viennent nous arracher nos moteurs. Comme toute activité, la production, la consommation et la préservation des ressources halieutiques font appel à un système de contrôle et de gestion bien structuré. Lorsque les importateurs amènent leurs produits au port qui sont dans des conteneurs, ils sont obligés de nous envoyer des demandes d'inspection au niveau de la direction des pêches ici. Et comme ça, les inspecteurs sont envoyés au niveau du port pour suivre avec les douaniers, les autres acteurs pour faire le dépotage. L'autre aspect de ce contrôle sur le produit, c'est de voir la traçabilité de ce produit, c'est-à-dire vérifier est-ce que ce produit est pêché selon la réglementation. Le navire qui a pêché le poisson, est-ce qu'il a fait avec un engin réglementaire? Est-ce qu'il a fait la pêche dans une zone réglementée? Malgré toutes ces dispositions, le trafic illicite des produits halieutiques n'en demeure pas des moindres. Depuis le 7 août 2014, la loi cadre relative à la pêche et à l'aquaculture est appliquée. C'est désormais le texte qui cadre tout ce qui est activité de pêche dans notre pays. Nous avons des décrets d'application qui découlent de cette loi cadre. En plus des décrets d'application, nous avons des arrêtés spécifiques d'application de cette loi cadre-là. Nous avons d'abord fait une sensibilisation des acteurs. Partant de là, il n'y a pas ce pêcheur-là qui puisse nous dire aujourd'hui que lui n'est pas au courant, lui ne connaît pas les tests qui réglementent le secteur de la pêche. Nul n'est censé ignorer la loi. Le respect des tests et l'implication véritable des différents acteurs dans la lutte pour le bon développement de la pêche serait la meilleure option. Marcel Betoro, Samuel Samba nous ont donc réalisé ce reportage en direct, je dirais, du port de pêche. Nous retrouvons donc sur le plateau Abel Ago, comme je le disais. Il est doctorant en gestion des ressources halieutiques. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Le plaisir partagé. Estelle Pazou, on se retrouve. C'est bien de se retrouver sur... Avant d'aller faire les tours, n'est-ce pas?
Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Bénin se porte mal lorsqu'on parle du domaine halieutique? En fait, c'est à M. Ago de nous donner cette réponse. Alors, mais avant de parler des ressources halieutiques, à proprement parler, on va s'intéresser aux espaces que nous avons en fait en termes d'eau, de lagunes, de lacs et autres là. Quels sont ces espaces-là que nous avons au Bénin? Au Bénin, nous avons plusieurs espaces. Si nous devons citer, on peut parler de Nokwe. On a le Nokwe, on a le Mono, le Koufo, bon, les fleuves. On a aussi le fleuve Niger qui logne un peu les frontières du Niger au niveau du nord Bénin. Aussi, on a le Mekou, lac Mekou, et Sota qui est aussi une rivière. Donc, nous ne pouvons pas dire que le Bénin manque d'espace ou de lacs pour vraiment développer ce secteur. Je constate que vous avez oublié l'océan qui nous fournit quand même... Atlantique. L'océan qui nous fournit. Parce que le reportage, c'est au port de pêche que ça a été réalisé. C'est les poissons qui sont issus, qui viennent du port de pêche. Je pense que c'est des poissons qui viennent de la mer. Et donc, on peut comptabiliser tout cela dans les étendues d'eau que nous avons, que nous avons chez nous. Évidemment. Alors, est-ce que toutes ces étendues-là arrivent à produire, sinon à fournir la quantité de poissons ou bien de fruits de mer pour répondre aux besoins des Béninois? Non. Pour le moment, ces espaces disponibles n'arrivent pas à produire suffisamment de poissons pour couvrir les besoins des Béninois. Pourquoi? Alors, aujourd'hui, nous remarquons de jour en jour qu'il y a la pollution des eaux. Au fait, les méthodes de pêche pratiquées ne sont pas les bonnes méthodes. Il y en a qui continuent d'utiliser les méthodes traditionnelles, archaïques. Les engins utilisés peut-être ne répondent pas. Dans le reportage, maintenant, nous avions entendu parler même de ça. Les engins que les gens utilisent pour pratiquer la pêche au Bénin sont des engins qui peut-être ne répondent pas aux normes. Donc, pour régler ce problème, il va falloir revoir le secteur, voir les machines que les gens, les engins qu'ils utilisent, voir ceux qui ne respectent pas les normes, comment les éliminer, comment faire pour, si l'État doit accompagner, comment le faire pour que les gens puissent s'approprier de nouvelles méthodes de la pêche. Mais est-ce à dire que ces méthodes-là ne facilitent pas la production? Voilà, ces méthodes-là ne facilitent pas la production. Dans les eaux. Oui, dans les eaux. Puisque nous avions déjà aussi vu dans le reportage, il y en a qui utilisent des filets. En fait, il va aussi voir quel type de filet il fallait utiliser pour pêcher les poissons. Et aussi dans le reportage, on avait vu qu'il y avait de petits poissons. C'est des poissons qu'on pouvait laisser grandir avant de les pêcher. Et outre ces méthodes-là qui ne facilitent pas la reproduction des poissons, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en cause la qualité de nos eaux? Oui, on peut aussi remettre en cause la qualité de nos eaux. Parce que quand nous prenons par exemple le lac Nokwe, à côté de nous ici, nous voyons qu'il y a on déverse les déchets pétroliers sont déversés dans le lac. Il y a les matières fécales qui sont aussi déversées. C'est pas quelque part des engrais? Non, non, parce que si la terre ferme, c'est utilisé comme engrais. Oui, mais dans les eaux, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que pour avoir vraiment de bons poissons, ça dépend aussi de la qualité des eaux. Oui. Et est-ce que le Bénin peut arriver un jour à réglementer réellement l'activité de la pêche? C'est possible. Dans le reportage que nous venons de suivre, il paraît qu'en 2014, il y a déjà eu des lois qui ont été votées, des décrets. Et maintenant, tous les acteurs du secteur de la pêche aussi sont informés de ces lois. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est le suivi et le contrôle. On n'a pas nécessairement besoin de descendre chaque fois pour voir si les gens le font bien. Et maintenant, nous avons la technologie des drones qui est maintenant développée. Au Bénin, il y a des gens qui le font déjà. On peut initier ce système de contrôle. Les gens peuvent rester dans leur bureau, mais déjà,
le système des drones, on fait déjà le contrôle pour voir ce qui se passe sur les eaux, sur les lacs dans le pays. Et vous pensez que de cette façon-là, on pourra véritablement contrôler l'activité de la pêche? Oui. Au lieu que ce soit des gens qui descendent tout le temps pour aller voir ce qui se passe, on met les drones et puis ça se passe très facilement. Et en matière de production de poissons, est-ce que vous avez une idée des espèces que les Béninois consomment quotidiennement? Oui, la formation, on a eu à discuter avec des acteurs du domaine de la pisciculture au Bénin. Le poisson qui est plus consommé, bon, la dame me parlait des tilapia. En dehors de ça, il y a le clarix, qui n'est pas trop, le carias qui n'est pas trop apprécié au Bénin. Avant, ça se vendait sur le marché nigérien, mais aussi avec la situation économique du Nigeria actuellement, donc ça ne va pas aussi s'abaisser. Et en matière de ressources halieutiques, il faut dire qu'il n'y a pas que le poisson. Il n'y a pas que le poisson. Nous avons les crustacés, on a les crevettes, et les crevettes du Bénin qui sont déjà exportées vers l'Europe, tout ça là. Justement, en parlant d'exportation de la crevette du Bénin, paraît que cette crevette-là n'a pas la qualité requise pour être exportée et que même le Bénin, enfin tous les producteurs, les pays qui s'approvisionnaient auprès du Bénin ont entre-temps cessé. Oui, ça je l'ai appris et il paraît même qu'ils ont déjà repris l'exportation des crevettes du Bénin. Déjà. Maintenant, oui, ils ont déjà repris à ce qui paraît puisque j'ai déjà demandé. Maintenant, si entre-temps les gens avaient refusé, c'était lié peut-être à la qualité des crevettes que nous exportons vers l'Europe. Ces gens-là, ils tiennent, il y a des normes de qualité qu'il faut contrôler. Mais cette activité reprise maintenant, qu'est-ce que les producteurs et même les Béninois, les pêcheurs et le Bénin même gagnent? Nous savons qu'il y a de l'exportation, il y a entrée de devises dans le pays. Donc pour le Bénin, nécessairement, bon, ça va contribuer à la croissance de notre économie. Et aussi, les acteurs qui sont du domaine, en exportant aussi, gagnent de l'argent. Maintenant, il faut voir maintenant comment faire pour réellement les accompagner, pour développer ce secteur, pour que la quantité qui soit exportée vers l'Europe et les autres pays soit beaucoup plus importante. Et vous, dans vos recherches, est-ce que vous avez eu à proposer des solutions pour que le Bénin puisse mieux profiter de ces ressources-là? Bon, actuellement, nous sommes en train de noter les différents problèmes. Je crois la prochaine fois quand je serai ici, c'est pour parler des pistes de solutions. C'est naturellement, nous sommes en train d'analyser. On a même déjà pris les eaux, on a déjà prélevé des quantités d'eau ici que nous allons essayer d'analyser dans les laboratoires et voir la qualité d'eau, qu'est-ce qu'il faut conseiller, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la production de ces espèces halieutiques. Et à titre d'exemple, qu'est-ce qu'on peut déjà faire? Des propositions? Oui, des propositions pour que le Bénin y arrive réellement. Des propositions, j'allais parler du cadre institutionnel et juridique. Ça concerne les lois qui réglementent le secteur. Les lois et surtout leur mise en œuvre. Parce qu'il ne suffit pas de voter les lois. Il faut veiller à ce que ces lois soient... Donc, tel qu'on l'a déjà entendu dans le reportage, que les acteurs sont au courant de ces lois-là. Alors, il faut les suivre, il faut un suivi pour voir si vraiment ces lois-là sont appliquées. Parce qu'une chose est de connaître les lois, une chose est de les appliquer, puis de veiller au respect strict de ces lois-là. Et c'est seulement à ces conditions-là que le Bénin pourrait réellement accroître sa production de ressources halieutiques? Non, pas seulement respecter les lois, ça ne suffirait pas pour accroître la production. Il faut une formation des acteurs, il faut leur donner une formation. Aussi les moyens financiers, si on peut déjà aussi mettre les moyens à leur disposition, ce serait aussi une très bonne chose. À disposition des pêcheurs? Oui. Ou des chercheurs? Non, des pêcheurs. Mais les chercheurs aussi, il faudra aussi les encourager parce que leurs études, ce qui est suivi, va contribuer aussi à améliorer le secteur. Merci, M. Ago, d'être passé sur le plateau du Monde agricole. Estelle, merci beaucoup. Merci d'amener sur ce plateau M. Abel Ago. Avec lui, on a eu un certain nombre d'informations, beaucoup plus de propositions à l'endroit de nos gouvernants, de nos autorités pour améliorer ce secteur-là afin que le Bénin puisse mieux en profiter. Alors, mesdames et messieurs, après Monde agricole, on va installer ici même notre expert.
Aujourd'hui, je dirais que le grand rendez-vous reçoit que des doctorants, que des chercheurs qui viennent nous exposer les résultats, pourquoi pas de leur recherche d'un doctorant à un autre. Donc, on reçoit à présent un doctorant en sciences des matériaux. Il répond au nom de Alfred Dohou. Il est enseignant des sciences physiques, chimiques et technologiques, SPCT, au lycée. Vous le voyez d'ailleurs, monsieur Dohou, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir d'être avec nous ce soir. Oui. Alors, on parle avec vous des études scientifiques. Ça peut marcher aussi, ou ça marche, je dirais d'ailleurs, aussi par des jeux, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que les sciences sont enseignées à l'heure actuelle, aujourd'hui dans notre pays? Merci beaucoup. C'est déjà un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Il est partagé. Aujourd'hui, nous sommes d'abord à l'ère de l'APC, l'approche par compétence. Et déjà, par essence, cette approche-là nous exige une façon de faire qui n'est plus l'autre façon. L'autre façon, c'est l'approche par objectif qui consiste à mettre la théorie dans la tête de l'enfant, de l'apprenant, qui après s'arrange pour avoir des notes et puis finalement ne sait rien faire. Aujourd'hui, avec l'approche par compétence, ça s'impose qu'il faut essayer de trouver des manières plus faciles à l'apprenant d'acquérir la connaissance. Alors, quand d'acquérir la connaissance, je peux dire que c'est un abus parce qu'aujourd'hui, l'apprenant est au cœur de la construction de son savoir. Donc, déjà, lui permettre... À travers l'approche par compétence, l'APC. Voilà, par l'APC. Donc, déjà, avec les jeux, ça permet d'abord pour l'apprenant, pour un enfant, il acquiert la connaissance quand lui-même il est en train de pratiquer. Quand il voit ça comme un jeu, un amusement, un système qui lui permet de s'amuser ou bien d'être un peu distrait. Quand il est intégré. Voilà, lui-même dans le principe d'enseignement. Voilà. Mais est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que l'approche par objectif, vous disiez tantôt que c'était de la théorie? Bien sûr, bien sûr. Est aujourd'hui à prouver ses limites. Oui, bien sûr. Et on est dans l'approche par compétence qui est beaucoup plus pratique, c'est cela? Pratique. Je crois que c'est déjà depuis 1991 que les gens ont remarqué, nos autorités ont remarqué qu'il y a déjà l'insuffisance. Et déjà en 1994, la rentrée de 1994-1995, ils ont commencé par expérimenter l'APC. De 1996-1997, ils ont passé à une extension sur 150 établissements. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans la généralisation. Nous sommes dans la généralisation. Et c'est ça qui permet plus à l'apprenant de comprendre. Parce que nous avons dit maintenant que l'approche par objectif a montré ses limites. C'est vrai, reconnaissons qu'aujourd'hui, l'État béninois, sinon que le Bénin n'a pas encore les moyens, les gros moyens, pour mettre à disposition des enseignants ou bien même des apprenants le matériel nécessaire pour que réellement l'approche par compétence soit exécutée dans tout son sens. Mais déjà, ça permet déjà à l'enfant d'avoir, puisque ça impose à l'enseignant de chercher des moyens qui permettent à l'enfant de s'intégrer. C'est-à-dire, quand je prends par exemple en physique, on ne peut plus faire des cours théoriques sans aller à la pratique. D'où les travaux pratiques. Voilà. Parce que je sais qu'en notre temps, on avait des laboratoires, mais vides. Bon, c'est là le gros souci. C'était pour ça que je parlais des moyens. Puisqu'il y a toujours les laboratoires vides. Mais il y a toujours des laboratoires vides. Je ne suis pas arrivé pour défendre un gouvernement, pour défendre le fonctionnement du système. Il y a toujours des laboratoires vides. Mais ce qu'il y a, c'est que nous avons la possibilité, en tant qu'enseignants, de trouver des astuces, de trouver des petites manières pour permettre à l'enfant de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et comment aujourd'hui procéder sans moyens? Comment cet enseignant-là peut procéder et faire aimer les sciences aux enfants, surtout aux filles, par le jeu, les jeux? Merci. Je crois que c'est parce que c'est une dame qui vous pose la question qu'elle parle des non, mais filles. Parce qu'on dit souvent encore qu'il y en a assez aujourd'hui qui sont dans ce domaine-là et qui excellent. Bien sûr, je suis d'accord avec votre question. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que je prends par exemple en 6e, nous avons la construction ou bien la fabrication de lampes de poche. Et les enfants fabriquent ça.
Les enfants fabriquent à partir du matériel de récupération, c'est-à-dire de bambou. C'est vrai que la pile, ça, ce n'est pas fabriqué par les Béninois, mais quand même, il y a aussi l'ampoule. Il y a quand même des matériels de récupération que les enfants utilisent. Et bizarrement, ils fabriquent déjà avec l'enseignant étant le guide, ils obtiennent la lampe de poche et puis ils fabriquent. Et quand on vient aussi en seconde, en cinquième, il y a le périscope. Au niveau du périscope, le périscope, ça permet par exemple déjà, je suis ici, mais je place le dispositif qui me permet de voir ce qui se passe derrière le mur. Vous voyez? Et ça, c'est juste à partir de carton et de miroir. Et les enfants peuvent déjà... Et ils le fabriquent. Ils fabriquent ça dans les classes. Déjà en 5e, ils fabriquent ça. Quand on vient en 4e aussi, en 3e, ainsi de suite. En 3e, par exemple, on peut aller, puisque là, il y a la chimie et la physique. En 3e, déjà au niveau de la chimie, on peut y faire des manipulations. On peut y faire des manipulations qui leur permettent de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met réellement l'acide sur la base, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est à l'équivalence. Vous voyez, lorsqu'on est à l'équivalence en présence d'un indicateur coloré, la couleur change en fonction de l'indicateur coloré. Les enfants voient ça, ils vivent. Et ça leur permet même de plus garder. Parce qu'ils ont vu, que quand on a mélangé l'acide avec la base, avec telle quantité d'acide, on a constaté que la couleur, entre-temps qui était jaune, quand c'est le bleu de bromothymol, excusez, quand c'est le bleu de bromothymol, que la couleur qui était jaune est devenue verte. Ouais, donc ça permet comme ça à l'enfant de garder. Il a vécu, il voit. Et ça m'amène à peut-être donner cet exemple. Très souvent, à l'école, on apprend, on a les cours, des pages de cours qu'il faut bûcher. On n'arrive peut-être pas à garder, mais quand vous suivez, vous regardez juste le feuilleton là, juste aujourd'hui, vous arrivez à rapidement faire le résumé, à dire tout ce qui s'est passé dans le feuilleton. Voilà. Et on se demandait, mais comment cela se passait? Oui, parce que vous êtes intégré, vous avez constaté, des fois, même quand on finit le feuilleton, on commence par faire comme ils ont fait. Vous voyez, mais ici, pour ce qu'on faisait, ce n'était pas ça. C'était que tu t'assois et puis quelqu'un vient, il parle, vous recopiez, vous repartez avec un cahier bien rempli. Bon, après tout, on se demande, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Et il faut revenir le lendemain pour reprendre encore le même cours. Et puis, finalement, prenez une feuille et on vous flanque quelques questions dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas. Donc, aujourd'hui, les sciences peuvent être enseignées par des jeux. Ça se fait comme ça? Bien sûr, ça se fait. C'est vrai, relativement. Ce n'est pas que de façon générale. Non. Non, je l'ai dit tantôt que je ne suis pas arrivé pour défendre le système éducatif, mais nous avons la possibilité de le faire. Et d'autres le font. D'autres le font. Vous voyez? Mais ceux qui font, on a réellement le résultat. On a le résultat parce que déjà, on constate que les enfants sont plus intéressés à la matière. Oui, ils sont plus intéressés. Vous allez voir, des fois, quand le professeur leur sonne et puis le professeur n'est pas là, ils viennent à la salle de prof pour voir s'il est réellement arrivé, s'ils doivent reconduire l'autre expérience ou bien s'ils doivent chercher des choses. Ça les amène même eux-mêmes à initier. À vous dire, nous on a vu telle chose. Par exemple, moi, pour ma classe de première D, que j'ai gardé, les enfants, ils ont fabriqué un dispositif qui permet de transformer le courant alternatif en courant continu, en première D. C'est vrai que c'est dans le programme. Donc finalement, ce n'est pas uniquement au niveau des lycées, peut-être que la chose doit être faite de la sorte. Non. Même dans l'enseignement général. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que l'enseignement, les lycées existe, c'est vrai, pour la pratique, tout ça, mais aussi au niveau de l'enseignement général, il y a aussi des parties qui exigent la pratique, surtout en PCT, surtout au niveau des physiques chimiques. Ça exige. Sinon, vous allez faire le cours, mais les enfants ne vont pas comprendre. Et ça fait même que, actuellement, ce n'est pas un secret que je suis en train de trahir, actuellement, les matières qui semblent être les bêtes noires pour les enfants, ça fait, la physique fait partie de ces matières-là aujourd'hui. Et quand on va aux différentes corrections, on sent que les nôtres ne sont pas aussi bonnes que ça. Vous voyez, il y a toujours des possibilités, il y a toujours des manières pour réajuster, pour ramener encore les enfants à aimer encore. Oui, et quand je parle d'aimer, c'est encore l'occasion pour moi de dire que, par exemple, dans les séries scientifiques, c'est-à-dire en D par exemple, les enfants sont en train de fuir progressivement pour aller vers les matières littéraires. C'est parce que certainement ils ont constaté que c'est rien que des formules contraignantes. Tout à fait.
on ne traîne que des formules. Mais lorsque... Mais là, voilà, je ne vous arrête pas. Oui. La chose est possible en sciences physiques et chimiques. On peut faire les expériences, expérimenter les choses et tout. Ouais, Bien sûr. En mathématiques? Oui, en mathématiques, ça serait un peu difficile. Ça serait un peu difficile parce que là-bas, c'est l'abstrait. C'est l'abstrait. C'est vrai qu'ils peuvent fabriquer des cônes, des pyramides, tout ça là. Mais c'est toujours difficile. Aller trouver le X qui est dans une équation, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut aller expérimenter ça. Mais c'est quand même, ils auront déjà quand même quelques notions qu'ils pouvaient aussi expérimenter là, à ce niveau-là aussi. Mais toujours est-il que ça ne serait pas comme en physique. Tout à fait. Oui. Mais est-ce que le résultat est juste pour amener l'enfant à aimer les sciences, juste là où le résultat est même visible à long terme, dans la vie quotidienne de celui-là devenu adulte professionnel? Oui, bien sûr, à long terme, oui. Oui. Et d'abord, aimer la science. Vous savez, un enfant, un apprenant qui avait pour option d'aller, par exemple, en médecine, mais qui n'a pas trouvé un bon enseignant de physique, peut finalement aller en série littéraire. Vous voyez déjà? Il a bien envie de faire la médecine. Donc, il doit faire soit la C ou bien la D. Mais puisqu'il n'a pas, il a trouvé quelqu'un qui a tout le temps mis la formule au tableau, tout ça. Et puis, bon... ou bien qui a mystifié les choses au début de l'année, l'apprenant décide d'aller peut-être en A, et finalement, il a perdu son rêve. Vous voyez, il a perdu son rêve. Maintenant, lorsque à long terme, réellement, vous voyez, vous avez en vous les meilleurs moments de votre vie. Vous avez jusqu'à présent, quel que soit de l'enfance, vous avez toujours. Et ça fait que même avec vos enfants, déjà quand ils commencent par dire certaines choses à la maison, ils disent non. Mais les choses ont changé. Sinon, entre-temps, c'était ceci. Hein. Moi-même, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça. Je parlais, par exemple, tantôt de la couleur de l'acide qui était jaune avec le symbole et qui change à l'équivalence. Lorsqu'un enseignant, par exemple, votre élève, votre enfant, vient à la maison et commence par dire le contraire. Ah, moi, j'ai vu ça une fois. Hein, mais est-ce que ça a changé? Oui. Parce que vous avez vécu, vous êtes dedans, vous étiez là, vous avez vous-même participé. Ouais, voilà un peu... Mais est-ce que nous sommes dans les réformes actuellement? Je le disais tantôt avec un enseignant de l'anglais, un enseignant d'anglais. Nous sommes dans les réformes, le système éducatif est également en grande réforme, je dirais. Est-ce que c'est inclus que les moyens soient réellement mis à la disposition des enseignants de sciences pour équiper les laboratoires afin que cela soit réellement concret? Comme je l'ai dit au départ, je ne vais pas me lancer dans la défense ou bien la critique. Oui, on ne reçoit même pas les politiques sur le plateau. Merci. Les techniciens, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, donc, je dirais de façon perceptible, nous n'avons pas encore des informations liées à l'attribution d'un montant propre à l'équipement des laboratoires. Nous n'avons pas ça. Mais toujours est-il que les gouvernants savent qu'il faut ça pour l'éducation. Vous voyez? Et quand on éduque le peuple, je crois que c'est le capital humain qui est renforcé. Donc, ils savent. Mais dis maintenant que dans le péage, il y a tel montant qui est réservé. Mais je sais qu'il y a l'état des lieux. Lorsqu'on parle d'APC en cours. Oui, et je crois même que c'est ça même le thème de notre journée pédagogique, l'état du lieu pour voir les perspectives. Vous voyez? Mais vous avez parlé est-ce qu'il n'y a pas de renforcement de montants qui soient destinés à équiper les laboratoires? Est-ce qu'ils pensent réellement à l'équipement des laboratoires? Et c'est ça ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas encore quelque chose du genre. Vous voyez, déjà, oui, il le faut. Ça s'impose. Ça s'impose. Sinon, nous allons toujours dire que nous sommes en train de faire l'APC, mais en réalité, on n'est pas en train de faire l'APC. On n'est pas en train de faire l'APC. C'est l'ancien programme Nouvelle Formule. Qui est reformé, et puis chaque enseignant va essayer de donner la forme qu'il veut à ça. Parce que d'abord, même quand je prends l'APC, le nombre d'élèves qui doivent rester dans une classe est connu. Mais actuellement, nous ne vivons pas ça. Vraiment pas. Ouais, nous ne vivons pas ça. Donc, si les gouvernants ne mettent pas les moyens nécessaires pour régler ces problèmes-là, nous allons vouloir, les enseignants vont vouloir, mais il y aura toujours un côté qui va toujours biaiser la chose. Donc, en son temps, malheureusement, la charrue a été mise devant les bœufs. Évidemment, comme ça a été toujours béni.
C'est vous qui le dites, hein? Oui, on sait, ça a été toujours ça au Bénin. Et on commence maintenant pas à courir pour fermer le trou et demander aux enseignants de tout faire pour que ça puisse marcher. Ça doit marcher, puisque nous sommes des Béninois. C'est ça, mais vous-même, on a parlé du gouvernement, des autorités, mais vous-même, enseignant, je sais que vous avez, je ne dirais pas association, mais votre club des enseignants de sciences. Mais aujourd'hui, on a même eu un atelier, le BB24, qui était voilà, où il faut aujourd'hui faire que de la pratique, de la théorie à la pratique, c'était ça. Bien sûr. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Et nous proposons assez. Vous voyez, ça serait un peu difficile qu'on mette ça, sinon qu'on mette cet aspect-là sur les enseignants. Ils ne vont pas pouvoir supporter ça. Pourquoi? Parce que c'est de leur salaire qu'ils vont le faire. Il n'y a pas dans le salaire ou bien dans les primes, il n'y a pas de primes qui soient allouées directement à ces gens de... Mais pour l'enseignant qui a l'obligation de faire passer son message, il est obligé d'acheter ou bien d'acquérir, d'avoir du matériel pour pouvoir dérouler son cours. Mais il y a des matériels, il y a des choses qu'il ne peut pas acheter. Des microscopes optiques, par exemple, ça serait difficile. Ce n'est pas que ce n'est pas faisable, mais ça serait difficile. Et moi, je me rappelle, cette année, par exemple, nous sommes cotisés pour acheter des matériels qu'on a manipulés en animation pédagogique. On a manipulé entre nous. Et c'est là, c'est dans notre laboratoire. Et puis déjà, d'autres collègues peuvent aller chercher, même s'ils n'ont pas les moyens de le faire, ils peuvent aller chercher pour le faire. Les enseignants le font. Et les enseignants le feront toujours parce que ça s'impose à eux. Vous voyez, quand on va à l'examen et on prend les élèves de ma classe, on constate que dans ma matière, ils ont 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, des notes du genre. On va pas l'enseignant. Voilà. On ne va pas venir me dire, ou bien on ne va pas me laisser le temps de dire, c'est parce que le gouvernement n'a pas, c'est pas... Non. On va me demander, mais qu'est-ce que vous avez fait? La preuve, aujourd'hui, les directeurs d'école qui ont 0% de réussite au CEP, ben, vous savez, vous connaissez la suite. Oui, bien sûr. Alors que... Pas d'explication à donner. Peut-être que c'est un directeur, c'est un enseignant d'histoire-géo, mais qui est obligé de garder la charge ou bien le poids du résultat que 7 enseignants comme ça se sont restés ensemble pour concocter. Donc, je vous disais tantôt, c'est bien faisable. C'est bien faisable que les enseignants s'investissent et qu'ils utilisent leurs propres moyens, des fois, pour pouvoir le faire parce qu'ils ont un travail qu'ils doivent faire. Tant qu'ils ne font pas le travail, c'est que d'abord même, les apprenants le disent. L'apprenant qui n'a pas gardé une bonne image de son enseignant, à la longue, finira par l'exprimer un jour. Peut-être qu'il va le voir dans la rue, il va dire, oh, ce monsieur-là, vraiment, n'a pas été... Mais vous en avez déjà été victime? Oh, bien sûr. Bien sûr. Ouais, vous avez une cinquantaine d'élèves. Vous n'êtes pas sûr d'impacter positivement tous ces cinquantaines-là. C'est clair. Non, ça là, c'est clair. Ce n'est pas la peine de commencer par se cacher là. Ouais, ce n'est pas la peine de se cacher. Vous n'allez pas impacter positivement tous les 50. Il y aura d'autres qui vont garder. Quand vous pensez faire correctement, l'autre constate que vous êtes en train de le piétiner et vous garde en adversité. C'est bien dommage, mais je sais qu'aujourd'hui, avec cette stratégie-là, plus de pratique que de théorie dans les salles de classe, ça va changer un peu les choses, ça va donner l'amour pour la science à nos jeunes frères. Bien sûr, ça va changer. Et puis, même au niveau des ménages déjà dans les maisons, ils peuvent aussi initier des petites choses pour permettre aux enfants d'être en contact. Donc la pratique peut se poursuivre déjà même jusqu'à la maison. Bien sûr, à la maison. Je vous donne par exemple une petite expérience que vous pouvez faire avec vos enfants. C'est que vous prenez par exemple 2 bouteilles d'eau, une qui contient de l'eau chaude et l'autre qui contient de l'eau froide. Vous mettez de colorant organique, de colorant alimentaire dans les deux, c'est-à-dire couleur rouge et puis de couleur bleue. Je suppose que c'est l'eau chaude qui a la couleur rouge et l'eau bleue, l'eau froide, la couleur bleue. Lorsque vous mélangez les deux dans un vase, vous versez d'abord l'eau froide et après l'eau chaude. Vous allez constater que l'eau, c'est-à-dire la couleur rouge, apparaît à la surface de la couleur bleue. Ah bon? Alors que la couleur rouge, c'était de l'eau chaude. Et la couleur bleue, c'était de l'eau froide. Mais la couleur rouge apparaît à la surface. Ça voudra dire on va l'expérimenter. Simplement que l'eau qui est chauffée est moins dense que l'eau froide.
Et puis c'est de la physique et en même temps de la chimie. Tout simplement. Simplement. Merci beaucoup, monsieur Alfred Dou. Vous êtes doctorant en sciences des matériaux et enseignant. Vous enseignez déjà les sciences physiques, chimiques et technologiques dans nos lycées. On parlait donc de vous, des études scientifiques. Ça marche aussi par les jeux. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil du temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? L'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent, qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24 tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. Mesdames et messieurs, nous allons à présent retourner l'antenne à la rédaction pour suivre le journal avec Estelle Pazou.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Sa couleur et son aspect ne sont pas des plus attrayants, mais le savon noir est toujours utilisé. Raison de sa présence dans les marchés pour satisfaire et vendeurs et clients, nous avons fait le constat. Poumon vert au cœur de Porto Novo, le jardin des plantes et de la nature est un véritable musée à ciel ouvert. Il attire chaque année plus de 20 000 visiteurs. Nous y ferons un tour dans ce journal. Et puis, les écureuils se préparent pour les éliminatoires de la CAN Cameroun en 2019. La troupe au complet mise sur les séances d'entraînement pour de meilleures prestations. Il n'est pas si attrayant et c'est peut-être là toute sa qualité. Le savon noir, plus connu sous le nom de Koto, est très présent dans le quotidien de bon nombre de Béninois. On s'en sert pour le bain, la lessive ou encore la vaisselle, au point où sa commercialisation est devenue une activité génératrice de revenus dans les marchés. Plus de détails dans ce reportage de Mathieu Sokenou et de Jennifer Sativi. Du savon fabriqué à base d'extraits végétaux. Le Koto, encore appelé savon noir, est reconnu pour ses vertus. Sa composition varie d'une région à une autre. Il y a 3 types de savon Koto. Si on vient au Bénin, on a 2 types. La première est préparée avec de l'huile rouge, que nos mamans ont toujours fait depuis très longtemps. L'huile rouge, l'huile de palme. La seconde type est préparée avec de l'huile de palmis. Et la troisième est préparée avec l'huile de coco qui vient du Ghana. Nous allons nous approvisionner au Ghana, mais nous allons à Adja pour acheter le savon noir fabriqué au Bénin. En dehors du bain, le savon Koto est également utilisé à d'autres fins, ce qui suscite une forte demande. Moi, je me sers de ça pour laver mes pains pistolets sur terre, les wassili. Puis je lave mes cheveux avec. Après avoir lavé les cheveux avec du shampoing, vous pouvez prendre ce savon à l'huile rouge et laver les cheveux. Ça démêle les cheveux aussi. En dehors des Béninois, nous avons beaucoup de clients étrangers qui s'intéressent au coton. Livré dans des paniers ou des sacs de jute, le savon Koto est ensuite réparti en portions dans de petits récipients ou des sachets en plastique pour la vente. Ce procédé permet aux commerçants d'en tirer un meilleur profit. Il y a des clients qui viennent, qui prennent en panier, les revendeuses. Mais ici, nous, on les fait comme ça. Quand vous arrivez ici, vous prenez ce tas-là à 1000 francs. Quand vous les payez en gros, vous prenez 3 à 2500. Vous allez revendre. On l'a fait jusqu'en plus petite, le haut là-bas. C'est le plus gros, c'est à 4000. Ça là, c'est 1000 francs. Il y a encore qui est plus petit que ça, à 100 francs, 500. En un mois, on avoisine, si le marché va bien, on avoisine jusqu'à 20 paniers. Sur un panier de coton, nous pouvons avoir un bénéfice de 5 000 francs ou de 7 000 francs. Selon un rapport du site du quotidien français Le Figaro datant de 2015, le savon noir d'Afrique de l'Ouest est très riche en vitamine E, un antioxydant qui freine le vieillissement de la peau et assure la stabilité des structures cellulaires. C'est un musée à ciel ouvert, mais c'est aussi ce qu'on pourrait appeler un mélange de nature et d'histoire. Le jardin des plantes et de la nature de Porto Novo s'étend sur plus de 3 hectares presque au cœur de la ville. Plusieurs espèces de plantes y sont conservées, les unes plus vieilles que les autres. Agnès Belot et Mathieu Sokenou nous y emmènent à travers ce reportage. Considéré par beaucoup comme étant le poumon vert de la ville capitale Porto Novo, le jardin des plantes et de la nature est un musée à ciel ouvert. Il conserve plusieurs variétés d'espèces végétales qui témoignent de son histoire. De la forêt sacrée en passant par le jardin colonial jusqu'à l'actuel jardin des plantes. Le dernier inventaire qui a été fait dans ce jardin remonte à 2012 et nous a révélé plus de 330 espèces végétales, et ce qui est conforme exactement à l'inventaire de 2005.
Mais depuis 2012, nous avons mis en place un programme qu'on appelle le programme Zumbuche, financé par la Fondation EDF, Électricité de France, qui nous permet en fait aujourd'hui de repeupler le jardin. Ce qui fait qu'aujourd'hui le nombre d'espèces en 2017 passe de 330 à 430. Le jardin des plantes est très riche en espèces rares telles que le laurier sauce et le poivrier planté depuis 1905 par le gouverneur du Dahomey d'alors. Que dire de l'iroko et du colatier, tous deux vieux de plus de 300 ans, les vestiges de la forêt sacrée. Même la présence de singes et d'écureuils sur ce site constitue un attrait pour de nombreux visiteurs. Nous sommes à peu près à 20 000 visiteurs par an. Et parmi ces 20 000 visiteurs, il y a une grande partie qui est constituée des visiteurs scolaires. Parce que depuis 2009, le jardin est inscrit comme site pédagogique d'exploration du milieu naturel. Et donc, obligation est faite à toutes les écoles, à partir du primaire jusqu'en classe de seconde, au secondaire, de visiter le jardin, non pas pour visiter, pour découvrir, mais pour y travailler. 100 francs à 300 francs CFA pour les visites scolaires, 500 francs pour la visite des touristes sans guide et 1000 francs pour la visite des touristes avec guide. De quoi payer les 16 employés du jardin et assurer l'entretien du site. Au Ghana, la société pétrolière norvégienne Aker Energy a reporté à début 2019 la soumission au gouvernement d'un plan de développement de son bloc pour forer un puits le mois prochain. L'objectif visé est d'identifier le contact pétrole-eau pour mettre à jour un modèle de réservoir. D'après le patron, c'est un moyen plus sûr de mieux aborder le développement de ce bloc qui contiendrait au total 550 millions de barils d'équivalent de pétrole en ressources contingentes. Pour rappel, la société Aker Energy devrait initialement produire le plan de développement du bloc au second semestre de cette année. Au Zimbabwe, la ZESA, la compagnie électrique nationale, a affirmé devoir mobiliser 20 millions de dollars, soit 11 milliards de francs CFA pour le remplacement des 4000 transformateurs qui ont été vandalisés ou volés à travers le pays. Au moins 3 transformateurs sont volés chaque nuit, ce qui rend littéralement la ZESA incapable de remplacer tous ces équipements, en grande partie à cause du manque de devises dans le pays. Un mot de sport pour finir ce journal. Pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, le Bénin affronte dimanche prochain le Togo. Le sélectionneur Michel Dissoué et sa troupe préparent activement ce derby ouest-africain. Amidou Malé-Rossou et Herman Rodrigue Amegron se sont rendus au stade général Mathieu Kérékou. Ils ont surpris les écureuils en pleine séance d'entraînement. Une petite crête teintée aux couleurs dorées. Les barbes encore plus touffues que d'habitude, Stéphane Sessignon, dans son nouveau look, a répondu présent à l'appel du sélectionneur, tout comme la plupart de ses autres coéquipiers, convoqués par Michel Dissoué. Au menu de cette deuxième séance d'entraînement ouverte au public, exercice physique pour les uns et travaux de conservation de balles pour les autres. En un peu plus d'une heure, la fine fleur du football béninois s'est côtoyé sur cette pelouse du stade général Mathieu Kérékou, près de 10 mois après son dernier match. Cette séance d'entraînement a donc un goût sensationnel de retrouvailles. Je suis arrivé hier soir, là je vois que tout le monde a le moral pour aborder ce match capital contre le Togo. Donc je pense que tout le monde a le moral, tout le monde est en bonne santé. Et je pense qu'on va rester là-dessus pour essayer de faire un bon résultat au Togo, même si ça va être compliqué, mais bon. Compliqué, mais pas impossible, de faire un résultat positif à Lomé. Cet homme, Michel Dissoué, a peut-être les clés pour débloquer l'obstacle togolais. Lui qui a été un homme providentiel pour Michael Poté, qui garde de lui une très belle image. Non, ça me fait plaisir, c'est vrai que ça me fait plaisir. Déjà d'un côté professionnel sur le terrain, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. En dehors du terrain aussi certes, mais ça a une saveur un peu particulière parce que ça a été le premier entraîneur à me lancer dans le monde pro, on va dire. Donc voilà, maintenant voilà, c'est tout ce qui s'est passé avant, c'est un nouveau départ, un nouveau challenge. Et essayer de rééditer ce qu'on a fait en 2008, ça serait vraiment bien. Entre 2008 et 2010,
l'ancien sociétaire de Cannes avait déjà dirigé l'encadrement technique des écureuils, avec à la clé une 3e participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Depuis, le Bénin est toujours à la quête d'une 4e participation à une phase finale de Cannes. La génération de Stéphane Tchesseignon, qui semble proche de la porte de sortie, veut tout donner pour l'arracher. Michael Poté l'assure, il a droit dans son viseur Cameroun 2019 et cela passe par un bon résultat au stade municipal de Lomé dimanche prochain. Je ne pense pas à ce qui s'est passé et on va essayer de mettre le maximum d'ingrédients pour essayer de faire le meilleur match possible. Et ça, par contre, je sais qu'on va tout faire pour. Pour cet après-midi, c'est fini. À l'unisson, bras dessus et bras dessous, ils militent pour une même cause. Les séances vont se succéder. Togo-Bénin, c'est dans 5 jours. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne de développement. Merci Estelle Pazou pour la présentation du journal. Demain, nous serons avec Ulvaeus Balogun à 19h pour le menu du journal et à 19h45 pour la présentation du JT. Alors, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit, toujours parlant d'actualité. Nous allons à présent retrouver Christelle Femi-Agbangla pour nous présenter l'actualité sur la toile ActuWeb. Tout de suite. Assignation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en justice par le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. La HAC et son président Adam Bonitessi sont invités à comparaître ce vendredi 7 septembre à 12h devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Pour rappel, l'organe de régulation des médias avait décidé de l'interdiction de parution du journal La Nouvelle Tribune. Le plaignant estime que cette décision est une superbe voie de fait et une hérésie contre l'article 24 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Il réclame, entre autres, d'ordonner la levée immédiate de cette inique sanction ou la cessation de la voie de fait sous astreinte combinatoire de 50 millions de francs CFA par acte de trouble ou par rébellion constatée. 24 heures au Bénin nous apprend que le pont de la Sota, qui donne accès à la ville de Malanville, a été englouti par les eaux, ce qui a bloqué la circulation sur la route inter-État Cotonou-Niger. Les pluies diluviennes de ces derniers temps ont détruit de nombreux ouvrages de communication, coupant ainsi certaines régions du nord du reste du pays et des États de l'Interland. Autre information sur la toile. En France, 4 millions de ménages sont en attente d'un vrai logement. Pour nombre de familles, la part des ressources consacrées à se loger devient intenable. Près de 20% de ménages paient un lourd tribut au renchérissement du prix des logements qui s'accélère depuis 2006. L'amélioration du confort, la métropolisation, la concentration de l'emploi dans les grandes villes sont les raisons de cette augmentation du loyer. Ces familles se retrouvent victimes d'un effet ciseau entre un revenu qui ne progresse quasiment pas et un loyer qui s'envole, selon l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. 1,7 million de ménages à bas revenus sont victimes de cet état de choses d'après l'Observatoire. Une dernière information pour finir. Il s'agit de la dépénalisation de l'homosexualité en Inde ce jeudi par la Cour suprême. Des images diffusées à la télévision indienne montraient des militants de la cause homosexuelle pleurant des larmes de joie et tombant dans les bras les uns des autres durant la lecture du jugement. Selon le code pénal indien datant de l'ère coloniale britannique, l'homosexualité était passible de prison à vie. Le gouvernement nationaliste hindou, conservateur sur les sujets sociétaux, avait choisi de ne pas se prononcer sur la question et laisser la dépénalisation de l'homosexualité à l'appréciation de la justice. Si une scène homosexuelle discrète existe dans les grandes villes d'Inde, les rapports sexuels entre hommes ou entre femmes,
reste toujours très mal vue dans la société indienne. La dépénalisation de l'homosexualité avait été prononcée une première fois en Inde en 2009 par la Haute Cour de Delhi, un jugement salué à travers le monde. Pourtant, en 2013, renversement de situation. La Cour suprême casse cette décision pour des raisons légalistes. La dépénalisation ordonnée ce jeudi par cette même Cour suprême était largement escomptée par les observateurs. La jurisprudence ces dernières années penchait en effet en sa faveur, avec notamment la reconnaissance d'un troisième genre pour les transgenres et la sanctuarisation du droit à la vie privée. C'est tout pour la revue web du jour. À demain. À demain, Christelle Femi à Bangla pour d'autres informations collectées sur la toile. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer aujourd'hui, tout de suite là même, de suivre en nouvelle diffusion la météo de demain 7h. C'est le 4e numéro de notre grand rendez-vous, mesdames et messieurs, qui s'achève ainsi. Demain, un autre numéro, le dernier d'ailleurs pour le compte de cette semaine. Lorsqu'il va sonner 19h, on sera encore au rendez-vous. On remercie tous ceux qui nous ont suivis depuis Banikwara. Et oui, depuis Banikwara, salutations à vous tous et merci pour l'attention. Alors, mesdames et messieurs, on va se dire à demain. Et oui, à demain. D'ici là, portez-vous très bien.